positive. C'est une ferme régénératrice, mais avant tout, j'ai envie de dire un lieu de bien-être. Un espace où on peut se reconnecter avec la nature et la nourriture. Et voilà, notre petit coin de paradis. L'idée est venue en 2020, pendant le Covid. C'est là où j'avais du mal, je suis végétarien, j'avais du mal à trouver des légumes frais, comme pleinement d'autres gens, hein. Je n'étais pas le seul, mais surtout de trouver des légumes sains qui ne sont pas noyés dans des pesticides. Et donc l'envie est venue de cultiver nous-mêmes. Donc au début, c'était que ça, juste pour nous-mêmes, de cultiver pour qu'on ait à manger. Et en fur et à mesure, quand on a constaté qu'en fait, on a quand même un gros défi à Maurice en termes d'autosuffisance alimentaire, mais aussi justement les abus parfois sur l'utilisation des produits comme le pesticide, on s'est dit ce sera bien si on fait une ferme pour cultiver, vendre des légumes, des produits bio, mais aussi d'utiliser la ferme pour sensibiliser le public. C'est comme ça qu'on a commencé en 2021. Et plus qu'on avance, plus qu'on avait envie de nouer nous-mêmes notre relation avec la nature et de dire en fait, la nature, ce n'est pas quelque chose qu'on visite, on fait part de la nature. Pourquoi pas vraiment intégrer? Et donc c'est là où on a décidé de vouloir vivre ici, de mener une vie minimaliste. Et c'est là où le projet initial de juste une ferme cultivée et vendre le produit est devenu plus large et vraiment un projet de notre mode de vie, mais pas créer une île. C'est pas ça qu'on a voulu faire, genre je me mets hors tous les réseaux, donc c'est vrai, on n'est pas connecté au CWA ni CEB, mais le but c'était pas pour dire on va se créer un espace, un paradis pour nous-mêmes et on va vivre dans cette bulle-là. C'était jamais ça l'idée. L'idée c'était de créer cet espace pour ensuite le partager justement avec les autres dans l'espérance de les inspirer. Allons visiter la ferme alors. Ici, c'est la partie privée parce qu'on vit de ce côté-là. Il y a une salle de bain, il y a un bureau. Et voilà, c'est tout ce qui est l'espace privé. Et notre ferme, en fait, ce n'est pas un layout classique d'une ferme agricole. Ce qu'on a voulu faire, c'est de créer un jardin bien verdant et tout ça, dans lequel on a ce qu'on appelle des market gardens. Donc des espèces de jardins potagers dans lesquels les gens peuvent venir récolter eux-mêmes. Cette autocueillette, pourquoi on fait ça? Parce que, de une, on aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui puissent manger bio. Pour cela, il faut que le prix soit raisonnable. Donc pour aider à garder le prix raisonnable, il y a l'autocueillette parce que comme ça, je n'ai pas à payer quelqu'un qui va récolter, nettoyer, mettre dans un emballage, transporter, etc. Tout ça, ce sont des frais qu'on n'a pas. Le client vient avec son tente, sac, carton, on lui donne un petit panier, un sécateur, il part dans le jardin, il va récolter. On va peser, il va payer, juice, cash, et il va rentrer content chez lui. Pas d'emballage parce qu'il va mettre ça tout de suite dans son frigo, etc. Donc il n'y a pas de déchets qu'on va créer inutilement. Pas de déchets côté les plantes non plus, parce que si moi je vais vendre admettons dans un marché, tout ce que je récolte et que je ne vends pas, à la fin de la journée, je ne peux pas remettre sur la plante. Donc au moins, en faisant ce système de autocueillette, je ne vais pas non plus perdre inutilement des produits.
Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que le client, il est forcé de quitter sa vie et de prendre ce moment de détente, de se balader dans un jardin, de se reconnecter avec la nature. Donc c'est pas, il ne faut pas s'imaginer comme si c'est au supermarché, tu mets ta voiture, tu te balades, tu prends ce que tu veux, tu paies et tu pars. On a cette terrasse aussi pour accueillir. Je fais toujours en sorte que j'ai un petit jus fait maison, on papote. Bien sûr, ça arrive que les gens n'ont pas vraiment le temps. Ils viennent juste pour acheter certains trucs et ils partent. Mais plus souvent que non, c'est un moment de détente, qu'on se papote, qu'on se parle. Et ça, c'est chouette, autant pour le client que pour nous. Donc ici, c'est le premier Market Garden, le plus grand. On a dans ce potager 15 lits, donc ils sont tous alignés d'ici jusqu'au là-bas. Et comme tu vois, on a toutes sortes de légumes mélangés avec des plantes aromatiques, des fleurs, des herbes, des épices. Tout ça pour justement éviter trop de pestes et qu'on puisse cultiver sans utilisation de pesticides. On a des oignons verts qui poussent là, ça c'est du kale chinois mélangé avec du basilic. On a des petits piments, de brinjelles. Actuellement, on a aussi de l'alo, vert et rouge. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de variétés actuellement parce que c'est vrai qu'on souffre pas mal avec ce temps tellement chaud et la manque de pluie. Donc normalement, on a beaucoup plus de variations. Mais voilà, on fait notre mieux pour garder ça quand même intéressant pour les gens de venir et d'acheter avec nous. On a une super serre de ce côté, très grand. Le design fantastique, mais malheureusement cassé par 2 cyclones d'affilée. Et on n'a pas encore pu le réparer. Le jour qu'on pourrait le réparer, ce sera chouette parce que ça nous permet de cultiver des choses comme tomates, concombres, choses qu'on n'arrive pas à faire à l'extérieur. Et ce sont quand même des produits beaucoup en demande. Donc, croisons les doigts qu'on arrive à le réparer bientôt. Bien sûr, le riz, on ne cultive pas. Et puis, on mange selon les saisons. Donc, par exemple, les pommes de terre, on n'a pas tout le temps. Ni les patates douces parce que c'est un cycle, si tu veux. Mais sinon, on a une multitude des herbes ici nous-mêmes, des épices. Et c'est d'ailleurs une des plus grandes joies, quoi, d'avoir effectivement, de se dire, en fait ça a changé la question, tu sais la question que tu te poses à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on a envie de manger. Chez nous ça a changé dans qu'est-ce qu'on a à manger. Et tu vas dehors et tu regardes qu'est-ce qu'on a et tu manges ça. Alors ici et là, on a bien sûr aussi des arbres fruitiers, hein. On a ici les papayes. Ça c'est des papayes Rodriguez, là-bas c'est les papayes solo. Très populaire avec nos clients. On a des bananiers, fruititaires. Ça sont des citronniers qui commencent à fleurir. Donc j'ai un bon espoir cette année d'avoir des bons citrons. Ça va être la première fois cette année parce que celui-là, il n'avait pas encore donné jusqu'à là. Donc ça, c'est encourageant de voir qu'il y a plein de fleurs dedans. C'est bien. Toute cette zone-là, c'est le deuxième Market Garden. C'est un millimélo de tout. C'est des plantes aromatiques, comme c'est des légumes, des herbes. Très populaire avec nos clients, c'est les basiliques différents qu'on a. Ça, par exemple, c'est le basilic thaï. On le reconnaît parce que les feuilles sont vertes, mais les fleurs sont mauves. Tu vois? On a aussi des plantes médicinales comme le blue pea ou butterfly pea avec les fleurs bleues là. Ça s'appelle blue pea parce qu'il y a des petits pois qui poussent dedans, mais ça ne nous sert pas du tout.
sauf pour propager la plante. Ce qui nous intéresse, c'est la fleur. Avec la fleur, on fait du thé bleu, très bon pour la santé, anti-inflammatoire, ça aide pour la digestion. Donc tu prends les fleurs et tu les mets dans l'eau bouillante et après tu bois. Ici, on a deux poulaillers, il y a un ici et un deuxième ici, donc c'est là où il dort. Tous nos déchets de jardin partent dans ce cercle-là, derrière toi. Et c'est là où tu vas avoir l'utilité d'avoir des poules parce qu'ils mangent tous les restes. Ils vont gratter, mélanger, tourner. Et donc ce tas de déchets végétaux, ça devient un super bon compost. Et puis, troisième, très important, que ce soit les canards ou les poules, ils adorent manger les courpas. Et les courpas, ça c'est une chose qu'on ne veut pas avoir dans le potager. Et donc, ça sert d'avoir ces animaux-là parce que ils les mangent. Il nous reste 1 ou 2 pondeuses. Le reste, c'est des poules, comme on dit, locales. Mais qui pondent aussi. C'est juste qu'ils pondent quand ils veulent. C'est pas chaque jour comme des poules pondeuses qui vraiment pondent de neuf chaque, je crois, 26 heures, un truc comme ça. Avec les poules locales, c'est un peu plus aléatoire. Mais ça ne nous gêne pas. C'est naturel. Allez, à tout à l'heure les amis. Ici, c'était notre tout premier potager. On appelle aujourd'hui le potager numéro 3, mais c'était donc à la base le potager numéro 1. Là, il est laissé un petit peu quand même à l'abandon parce que à cause de le manque de pluie et d'eau, on s'est concentré juste à l'autre côté en fait. Mais on trouve encore des patates douces, des maniocs, quelques brinjelles, des piments, le romarin bien sûr. En fait, le romarin aussi, c'est très bien pour bloquer certaines pestes qui n'aiment pas cette odeur de romarin et donc qui ne viennent pas, qui n'entrent pas à cause de ça. Donc c'est une bonne plante d'avoir toujours dans son jardin, dans son potager. Et le reste du terrain, quand tu regardes autour de toi, tout ça, ça va devenir, ou c'est en train de devenir, une forêt nourricière. Forêt nourricière, ça veut simplement dire qu'on a planté énormément des arbres fruitiers. Et là, il ne faut pas penser qu'à des mangues et litchis, les classiques, mais il y a aussi des choses comme cacao, café, mûrier, cerises, fruits à pain, jacquier, cashew nuts, noix de cajou, figues, enfin une multitude. On essaie, c'est un trial and error, on essaie de planter le maximum. Parfois ça tient, parfois pas, parce que l'idée c'est aussi qu'on ne vient pas arroser ici. Donc il faut que les plantes, les arbres, ils se débrouillent toutes seules. On les aide, on n'arrose que quand ils sont encore très petits et leurs racines très courtes, mais une fois qu'on sait que les racines sont assez longues, il faut qu'ils puissent se démerder avec le climat qu'on a ici dans le nord. Là c'est notre figue, tu vois, il y a des petits figues dedans. C'est une jeune plante, il n'a que presque 2 ans. Ça, c'est bois d'oiseau. Et bois d'oiseau, c'est un arbre tellement tu vois partout. Sur le terrain, il y en avait déjà. Pourquoi je mentionne cela? Parce que souvent, quand les gens obtiennent un bout de terrain, ils voient les arbres comme ça, ils disent pas d'utilité, ça ne donne pas de fruits, hein, on coupe. Et donc, ils enlèvent tous ces arbres-là. Mais l'arbre, pendant que toi, tu cultives ton terrain, l'arbre donne de l'ombre, ça donne un endroit pour les oiseaux pour dormir, ça nourrit, ça retient de l'eau. Donc ça a une fonction quand même un arbre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est de ne pas couper. On le garde, mais on plante les arbres qu'on veut avoir, comme ici, celui-là. Je ne sais plus si c'est un jacquier ou autre, mais on l'a planté
Une fois qu'il devient assez grand, ben c'est là où on coupe l'arbre qu'on ne veut pas. Mais on ne va pas d'abord raser pour... Parce que si on avait rasé tous ces arbres-là, celui-là, l'arbre que tu veux avoir, il va avoir plus de mal parce qu'il est tellement exposé que les conditions sont trop challenging. Et donc, ce que je conseille tout le temps aux gens, ne coupe pas des arbres, s'il te plaît. Ils ont une fonction. Et sois donc un peu plus intelligent. Utilise l'arbre justement pour pousser d'autres à côté. Ici, c'est notre tiny house, fait avec 2 containers de 20 pieds. Au tout début, c'était juste notre bureau et notre stock des outils. Mais après, quand on a récupéré l'autre terrain, on a bougé cela et on a fait une maison avec. D'ailleurs, il faut que j'ouvre un peu pour aérer. Parce que là... Et puis, toutes les fenêtres et toutes les portes ont moustiquaire. Qui a une très jolie vue. On a un baie vitrée, encore une fois avec moustiquaire. Et le matin, quand tu te réveilles, tu as la vue sur la montagne. C'est tranquille. Donc le bassin, comme tu vois ici, ça c'est le résultat de l'idée de capter l'eau de pluie. Donc on capte l'eau de pluie de nos toits, l'eau part dans des citernes et quand les citernes sont pleines, ça déborde dans le bassin. Dans le bassin, d'un coup, on met des poissons et par lui-même, ça attire des libellules, des grenouilles, des crapauds. Et tout ça mange des insectes et ça va nous aider à diminuer la population des pestes, des insectes qu'on ne veut pas avoir sur notre ferme. Donc avoir un point d'eau comme ça, c'est très important. Aussi pour les abeilles qui cherchent aussi toujours de l'eau. Les oiseaux, on a beaucoup plus d'oiseaux depuis qu'on a des bassins. Donc c'est très utile de l'avoir, très important. Pour l'équilibre, pour l'écosystème, si tu veux. Cette plante-là, très important, ça c'est le vétiver. Le vétiver, il est connu pour l'industrie du parfum parce que ses racines ont une très bonne odeur. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a planté. On l'a planté parce que les vétivers, ils sont excellents pour éviter l'érosion. Comme le terrain est légèrement en pente, si tu ne fais pas gaffe, quand un terrain est très sec, il y a beaucoup de pluie qui tombe, ben ça amène toutes tes terres et ça disparaît. Pour éviter cela, tu plantes des vétivers parce que les vétivers ont des racines très longues. Ils peuvent même aller jusqu'aux 3 mètres. Alors les nôtres, ils ne sont sûrement pas 3 mètres, mais des racines longues, et donc ça capte l'eau et ça retient l'eau. Donc ça évite que l'eau parte vers le voisin. Donc c'est une plante très importante pour planter quand tu as un terrain qui est un peu en pente. On a appliqué ce qu'on appelle le chop and drop. Donc tous les mauvaises herbes, tous les fataques, etc., on a juste coupé et laissé tomber. Et on a fait ça plusieurs fois parce que la terre, le sol a été tellement mauvaise qualité, il fallait le nourrir avec des matières végétaux. Et donc c'est ça, comme ça qu'on a commencé. Et puis petit à petit, tu commences à planter et ça devient un joli jardin. Ça ressemble beaucoup à la permaculture, hein? Mais à la base, l'agriculture régénératrice et la permaculture, ils ont beaucoup en commun, mais ils ont des approches légèrement différentes. L'agriculture régénératrice, il se focalise surtout sur la restauration et rendre sain à nouveau le sol, d'augmenter la biodiversité et améliorer le cycle d'eau. Ça, c'est vraiment, l'agriculture génératrice, ça focalise vraiment sur ça. La permaculture, ça va au-delà de l'agriculture. C'est un mode de vie, c'est un système
durable qui vise l'agriculture, certes, mais aussi l'habitat humain, les communautés, même l'économie. Parce que c'est basé sur les 3 principes, c'est quoi encore? Prendre soin des humains, prendre soin des terres et de partager équitablement les ressources. Donc, permaculture est beaucoup plus large. Nous, on est commencé avec l'agriculture régénératrice, mais j'avoue, du moment que tu dis « Ah, je veux vivre en fait en phase avec la nature, en respectant la nature » et tu te crées un habitat qui complimente et ne pas détruire la nature, à ce moment-là, tu rentres quand même aussi dans la permaculture. Donc, c'est très proche, c'est très proche. En fait, il faut penser à une forêt. Une forêt, il n'y a personne qui va dedans pour mettre de fertilisants ou pour arroser ou pour enlever les mauvaises herbes. C'est parce que les plantes, ils poussent, ça meurt, ça tombe par terre, les feuilles tombent par terre et ça nourrit. C'est ça qui crée le humus, la nourriture pour le sol, pour les insectes de vivre dedans. Et en fait, c'est un écosystème qui se maintient toute seule. Et c'est pour ça que nous, Just Natural, le nom n'est pas choisi comme par hasard. C'est parce qu'effectivement, on essaie de copier la nature. Comment la nature fait les choses, on guette et on essaie de répliquer parce que la nature, soyons honnêtes, c'est une machine qui fonctionne parfaitement. On n'utilise pas de fertilisants, mais on utilise des fumiers de vache. On a testé plusieurs fumiers. Pour nous, le vache marche le mieux. C'est quelque chose qu'on achète parce qu'on n'a pas des vaches. J'espère un jour d'avoir des moutons pour brouter le gazon qu'on a, mais aussi pour avoir notre propre fumier. Quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression qu'on a suffisamment de terre pour cultiver. Mais ce qui nous semble de manquer, c'est les planteurs. D'ailleurs, c'est une profession qui n'est pas forcément valorisée beaucoup. Et d'où pour nous l'importance de travailler avec des enfants, justement pour les exposer à la vie d'un planteur, la joie que ça pourrait amener de cultiver. Donc, pas forcément pour dire tu dois devenir planteur, mais juste de planter cette petite graine dans leur tête que, en fait, j'ai le pouvoir moi-même de faire pousser ma nourriture. Je suis pas obligée d'aller au supermarché et acheter cela. Et souvent, c'est les écoles eux-mêmes qui nous contactent parce qu'eux-mêmes, ils ont réalisé qu'il y a un besoin, une nécessité d'exposer les enfants à cela. Et donc, ils cherchent des fermes comme les nôtres pour faire visiter aux enfants. Parfois, plus que visiter, on peut aussi organiser des activités. On a par exemple fait des petits ateliers, comment faire un sirop contre la toux avec le baume de Pérou, ou comment je fais un bouture avec un romarin, ou tu vois, des petites astuces comme ça pour qu'ils puissent vraiment eux-mêmes toucher la terre et travailler avec la nature. Et c'est très enrichissant. Donc pour nous, c'était dès le début, on s'est dit c'est très important de travailler avec des enfants en espérant qu'on les inspire et qu'ils développent un amour pour la nature et n'ont pas peur de la nature. On a parlé des enfants, qu'il faut les sensibiliser, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui ne savent pas à quoi ça ressemble un brocoli sur une plante. Donc c'est aussi les adultes qui s'émerveillent autant que les enfants, qu'ils adorent prendre ce temps. D'ailleurs souvent, s'ils ont des enfants, c'est quasiment tout le temps qu'ils les amènent parce que c'est une activité familiale aussi, de se balader et de se dire qu'est-ce qu'il y a, de quoi on a envie de manger et de récolter nous-mêmes, c'est un plaisir, quoi. L'esprit positif. Bonne question. J'aime cette question parce que c'est vrai que, et moi-même j'en suis coupable, que j'ai par exemple une page Instagram, TikTok, Facebook, et on a tendance de montrer que les Nathalie dans sa petite robe, tout contente dans le champ, qui récolte. Ouais, exactement. Et on voit moins le galère parfois
le travail dur, dans des conditions parfois dures. Donc c'est vrai que c'est important d'être honnête. Donc côté positif, j'adore ma vie que j'ai aujourd'hui. Je viens d'une vie corporate, très stressée, tout le temps busy, jamais le temps pour moi-même. Ça, c'est fini. Et ça, il n'y a pas de prix. Le fait que je vis dans une petite studio de 30 mètres carrés, j'ai très peu de choses à nettoyer. Je veux dire, faire le ménage, ça me prend quoi, 2 heures et c'est fait. Donc ça, c'est top. Et puis, on se rend compte que vraiment, en étant humaine, on n'a pas besoin d'un grand espace confortable, mais sans plus, quoi. Donc tout ça, c'est des choses positives. Le fait que je peux sortir de ma porte et de récolter mon dîner dans le jardin, encore une fois, pas de prix. Tout ça, c'est super. J'aime le contact avec les gens, les clients. Bref, si ce n'était pas clair, j'adore cette vie. Mais ça vient avec des challenges. Par exemple, on n'est pas connecté au CEB, on est solar powered. Super, mais là, il fait super chaud et ça fait un beau moment. On a investi dans une clim très économique, A++, mais malgré qu'il est très économique, on ne pourrait pas le laisser tourner toute la nuit, par exemple. Donc d'un coup, tu es forcé de faire attention à ta consommation électrique. En soi, une bonne chose, hein? Au moins, on n'est plus dans le « on consomme à gogo comme on veut », mais en fait, tu es obligé de penser « ah, si je veux que la maison soit plus fraîche le soir quand je me couche, il faut mieux que là, je ne vais peut-être pas tourner 2 machines pour laver les linges, par exemple. » Donc, on doit faire plus attention à ce qu'on utilise en termes d'électricité et de l'eau. Encore une fois, c'est quelque part une bonne chose, mais c'est une chose qu'il faut réapprendre parce qu'on est tellement été gâtés, c'est pas dans nos habitudes quoi, de faire gaffe. Donc ça nous est arrivé que le matin on se lève, il n'y a pas d'électricité. On a épuisé la batterie. Pas de batterie, ça veut dire pas seulement pas une douche, mais ça veut dire aussi tu peux pas arroser le jardin, tu peux, enfin, écoute, il est bloqué sur plein de choses. Donc il y a ça, il y a tu sais, aujourd'hui, 7 heures le mat, il fait déjà 30 degrés. Et tu as quand même à travailler dans le jardin, en plein soleil. Et tu peux porter chapeau et tout ça, mais ça épuise, c'est dur. Et ça nous rend parfois dans on est là-dedans actuellement, un peu qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a pensé de faire une ferme dans le nord de Maurice? On avait nos raisons hein, à l'époque. Nos enfants allaient encore à l'école du Nord, donc c'était logique. Mais tu vois, d'un coup, tu te demandes parfois, est-ce que c'est pas une erreur? Mais après, on réalise pourquoi on a commencé ça. Et là, tout de suite, tu dis, ah, non, je tiens. Et ça te redonne la force et tu t'accroches. Parce que tu sais que ça ne va pas durer toute une année, quoi. Ça va s'améliorer et puis tout va repartir. Voilà, donc c'est vraiment important de bien garder en tête pourquoi je fais ça pour pouvoir tenir parce que sinon tu vas sûrement passer par des moments que tu as envie de claquer le tout et de dire je vais retourner à la vie facile. Donc j'espère justement apporter mon petit pierre en inspirant les gens de cultiver, si ce n'est qu'un petit peu, dans leur propre jardin et de se renouer avec la nature parce qu'on a besoin d'elle, parce que la nature, j'en suis convaincue, elle a toute la solution déjà. On doit juste le voir et le copier. Que ce soit en termes de comment bâtir nos maisons, comment construire nos routes, etc. Dans le monde naturel, il y a des systèmes fabuleux qu'on peut copier et appliquer. Et que ce soit vraiment durable. Et pas juste l'étiquette durable, mais en fait, on continue comme on fait toujours, quoi. Ouais. L'esprit positif.